Bonjour et bienvenue sur la chaîne Expansion du réel. Dans cette vidéo, nous allons parler du nouveau monde dans lequel nous entrons. Avec l'avènement des nouvelles technologies depuis une trentaine d'années, la société est en train de muter à une vitesse exponentielle. Comment peut-on appréhender ces mutations et comment peut-on les gérer dans notre vie quotidienne? Pour y répondre, je suis avec Stéphane Baïdji. Donc Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour est-ce que vous Carole. pouvez nous présenter un peu vos différentes activités pour qu'on voit un peu dans quel univers vous évoluez? Mon métier à l'heure actuelle, c'est surtout d'être consultant en organisation. Donc, je travaille principalement en, en Europe. Je travaille beaucoup pour les organisations internationales. Mhm. Et je travaille aussi en Chine. J'habite là-bas à peu près 5 mois par an. Et là-bas, je travaille plutôt sur les domaines de l'interculturel. D'accord. Et en Europe, en général, je fais 3 à 4 pays par semaine. Mm. Enfin bon, là, j'espère que ça va se calmer un peu. Donc voilà, on a décidé ensemble de faire cette vidéo parce que vous voyagez partout dans le monde, vous rencontrez des gens très divers dans des domaines très différents, que ce soit au niveau de l'Europe, vous travaillez à la Commission européenne, euh, en Asie, etc. Et donc du coup, vous avez une vision très planétaire, très globale Mhm. de notre société et vous voyez comment elle évolue et à quel rythme elle évolue, que ce soit en Europe, ailleurs, vous voyez les différences, les changements, etc. Donc du coup, vous avez un regard très intéressant sur ce sujet. Pour aborder la première partie, on a pensé à cette première partie qui est l'évolution des systèmes de valeurs. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles ont été les valeurs, on va dire, ancestrales depuis des siècles et des siècles, qui ont été des valeurs plus ou moins communes, on va dire, sur la planète, même si Occident et Orient ont quand même des différences. Et quelles sont les valeurs qui sont en train d'émerger aujourd'hui, mais de manière extrêmement rapide, puisqu'on est resté sur des valeurs communes pendant des siècles et des siècles, et là, en très peu de temps, énormément de choses qui changent. Ah oui, absolument. Et c'est ça qui est passionnant, en fait, c'est de voir à quelle vitesse c'est en train d'accélérer. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir à quel point on n'est pas tellement équipé pour gérer ça. Euh, Effectivement, il y a quelque chose de commun à la nature humaine, enfin à la société humaine, c'est la façon dont on s'adapte à notre environnement et dont on gère notre environnement. Et ça, on l'a vu évoluer sur des centaines de milliers d'années, vraiment. Et, euh, et aussi la liaison qu'il y a avec donc, la technologie, qui a évolué à son rythme relativement stable. Mais si on mettait ça sur un graphique, Mm. je veux dire, sur les 30 dernières années, ça fait ça. Il y a eu un Et décrochage. il y a eu un décrochage. Et ce décrochage, où est-ce qu'il va nous amener? C'est passionnant parce que en anglais, c'est do or die, quoi. Soit on s'en sort, soit on s'en sort pas. Là, il ne faut pas faire d'erreur. On a pu faire pas mal d'erreurs, de choix tout à fait légitimes ou pas légitimes sur les dernières quelques dizaines de milliers d'années. À la limite, on s'en est sorti. Là, c'est beaucoup plus impactant. Alors vous me parliez en préparant cet entretien des systèmes de valeurs où pendant longtemps il y a eu des valeurs tribales. Ensuite, on a eu aussi, enfin, avec l'évolution de la société industrielle, etc., on a eu les valeurs de l'argent, les Mhm. valeurs du succès, de la réussite, etc. Là, on a d'autres valeurs également qui émergent, qui vont être plus basées sur l'écologie, le vivre ensemble, partager, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un tableau des valeurs qui ont été là pendant longtemps et de leur évolution, on va dire, dans le temps, de leur mutation et des valeurs actuelles qui sont en train d'émerger et comment tout ça cohabite? Oui. Alors, déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que la fonction de notre système nerveux, c'est d'assurer la survie. Donc c'est un petit peu au centre de toutes les activités qu'on a, tout ce qu'on fait, c'est pour assurer notre survie. Euh, Jusqu'à un certain point, parce qu'on va voir que maintenant, il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais au départ, la valeur de base, c'est assurer la survie. C'est quelque chose qui nous a animés, enfin, de manière très basique, mais de manière prépondérante, pendant, si on va au-delà de l'Homo sapiens, pendant carrément des millions d'années, hein. Euh, et la valeur de survie, c'est très personnel, et c'est ce soir, où est-ce que je vais dormir, et qu'est-ce que je vais manger, et qu'est-ce qui ne va pas me manger. C'est un petit peu ça. Il se trouve que quand on parle de système de valeurs, en fait, on parle de tout un attirail de relations entre, d'une part, la vie des gens, mais leur environnement, et la façon dont ils interagissent. Euh, et de manière assez évidente, on se rend compte aussi que au fil du temps, les tribus se sont créées. Alors au départ, évidemment, on ne parle pas de
tribu animale, hein. On parle plutôt de bande, de groupe, de choses comme ça. Mais la notion de tribu, ça a permis d'apporter une cohésion, ça a apporté aussi une forme de culture qui garantissait que les gens survivaient mieux. Avec tout un attirail de choses magiques, des dieux, des choses comme ça. Et en même temps, ça gardait les gens ensemble, ça les rassurait et ça leur permet d'assurer mieux leur survie. Et ça a duré aussi pendant des dizaines de milliers d'années. Parce qu'il y a toute une période dont on n'a pratiquement aucune trace, qui est toute la période des chasseurs-cueilleurs. On ne sait pas ce qui se passait vraiment, parce qu'ils n'écrivaient pas beaucoup à l'époque. L'écriture, elle date il y a 5000 ans seulement. Et donc, enfin, bon, on a très peu d'informations, mais on sait que ils vivaient de cette forme-là. Et ça, au bout d'un moment, ça a fini par générer autre chose. Dans l'esprit des gens, de certaines personnes, il est venu l'idée que si on met plein de tribus ensemble, plein de clans ensemble, on va garantir encore plus d'accès aux ressources. Et ça, c'est important parce que, encore une fois, l'accès aux ressources est central. Ce qui nous différencie d'une plante, c'est que la plante, elle va prendre son énergie du soleil, elle n'a pas besoin de bouger. En revanche, les mammifères, les êtres humains, nous, pour assurer la survie, il faut qu'on aille chercher la nourriture. Donc, il faut qu'on se déplace. Et le fait de garantir un accès aux ressources avec beaucoup de sécurité, c'est très efficace. Donc, tous les gens qui ont dit, mais on va faire une grosse tribu avec toutes les tribus qu'on a autour de nous, ça voulait dire, évidemment, on va avoir beaucoup d'accès aux ressources. Mais ça voulait dire aussi, ils vont peut-être pas être d'accord avec nous. Et du coup, ça a amené à des formes de violence qui n'étaient pas vraiment nécessaires au départ. Donc, on est passé de la survie immédiate à la survie dans le clan, et puis après, on est passé au pouvoir par la force. Et le pouvoir par la force, c'est quelque chose qu'on voit, enfin, on le voit très bien à travers l'histoire humaine. Il y a plein d'épisodes, mais le Moyen-Âge en Occident, ça en parle très bien. Les talibans, à l'heure actuelle, ça en parle très bien. Enfin, l'ISIS, tout ça, ça en parle très bien. On voit bien qu'aussi, à ce moment où on en est, là, il y a les systèmes de valeurs. À un moment, ils sont très forts, et puis après, ils commencent à décroître parce qu'ils sont remplacés par d'autres. Donc, toute cette strate qui était liée au pouvoir par la force, à un moment, je le dis d'une manière assez légère, mais bon, c'était quand même très sérieux. À un moment, il y a des gens qui ont dit, bon, il faut peut-être qu'on arrête de se taper dessus. Parce que la violence, c'est pas une solution pour des êtres humains qui ont des émotions, ça marche pas. Donc, c'est pas un système qui est viable. Donc, il a commencé à émerger un nouveau système de valeurs qui était lié, lui, à l'alignement. C'est-à-dire que dès l'enfance, et là la notion d'éducation devient très forte, dès l'enfance, on commence à apprendre aux gens que c'est important de s'aligner sur un idéal. Ça peut être un idéal religieux, un idéal politique, la République, la Constitution, ce que vous voulez. Si on le prend sous cet aspect organisationnel, pas religieux, là on vient sur une période qui est déjà un petit peu plus courte, qui remonte, disons, vers le XVIe siècle. Donc avec l'avènement de différentes formes de démocratie, et là je parle de l'Occident. C'est-à-dire faire adhérer des populations entières à un système pour qu'il n'y ait pas de violence, pour que les gens y adhèrent d'eux-mêmes. Voilà. Okay. Et donc ça permet aux gens de travailler entre eux, de collaborer à un objectif final, parce que tout ce que je viens de décrire, là, il y a un objectif final, il y a une ligne d'arrivée. C'est vrai que dans la survie, il n'est pas très loin, c'est ce soir ou dans les jours qui viennent. Dans le clan, c'est d'arriver à être vieux, ce qui pouvait être peut-être 25 ans à l'époque. Et dans le cadre de l'alignement sur les valeurs politiques, donc de l'organisation de la cité, ça peut vouloir dire j'ai contribué à la mise en place de mon pays, de ma société, et puis ça peut aussi vouloir dire avoir son nom sur une stèle sur la place du village, avec au-dessus marqué « Mort pour la patrie ». Oui, il y a toujours les deux aspects. Mais alors, justement, cette partie-là, cette strate-là qui est liée à l'adhésion à un idéal commun, et elle prend évidemment des milliers de formes. Je pense qu'il ne faut surtout pas s'enfermer dans des cases, on va y revenir tout à l'heure. Mais
elle prend des milliers de formes, mais en attendant, il est clair que ça a généré beaucoup de sécurité. Donc, le travail et l'accès aux ressources a été simplifié, facilité et sécurisé, en grande partie. Et là, ça a généré beaucoup de prospérité. Et quand je parle de prospérité, je parle de beaucoup de prospérité. C'est-à-dire qu'on a eu la révolution industrielle. Donc là, on parle sur des périodes qui sont encore plus courtes. On est sur 200-300 ans. Et ça nous amène à quelque chose où, finalement, le succès personnel, moi, plus je réussis, mieux c'est. Parce que plus je réussis, plus je peux dépenser de l'argent, qui va permettre à d'autres personnes de gagner de l'argent. Et donc, tout ça va tourner. Et plus on gagne de l'argent, mieux c'est. Si on retranscrit ça sur une période récente, disons que les États-Unis, par exemple, ont été très emblématiques de ce système de valeurs au cours des 100 dernières années. Et c'est aussi une vision, et ce n'est pas du tout une critique, là, mais c'est aussi une vision très républicaine. C'est pour ça qu'ils disent qu'on n'a pas besoin d'aider les gens, parce qu'en fait, si on travaille tous, ça va aider tout le monde. Vous voyez, c'est une autre forme de vision politique. Alors ça c'est très bien, sauf que à chaque fois on touche une limite. Vous voyez, ça fait toujours cette espèce d'enchevêtrement de petites vagues qui succèdent les unes derrière les autres. Et la limite qu'on touche, c'est le moment où il y a commencé à avoir des gens qui disaient oui mais c'est très bien de gagner de l'argent, mais enfin regardez, en même temps vous êtes en train de détruire l'environnement. Et on voit ça depuis, on va dire, les années, fin des années 50, début des années 60, donc ça fait à peu près 60-70 ans. On voit des gens qui commencent à se préoccuper de l'environnement, c'est-à-dire de la relation entre nos comportements et l'impact que ça a sur l'environnement. Dans les systèmes de valeurs précédents, l'environnement, c'était quelque chose qui devait être maîtrisé ou exploité. Là, c'est quelque chose qui doit être protégé. Alors évidemment, quand les différents systèmes, quand les différentes strates de valeurs se parlent, évidemment, ça pose des soucis. Tout le monde n'est pas d'accord sur la façon d'envisager l'environnement. Clairement, on n'est pas d'accord du tout. Et là, c'est intéressant parce que on voit bien que cette nouvelle strate de valeurs, elle aussi, elle touche ses limites. Parce que cette notion d'écologie scientifique, elle fonctionne très bien, mais quand ça devient de l'écologie politique, elle essaye de se légitimer et d'exister à l'intérieur d'une strate de valeurs qui est, on va dire, 2 strates en arrière. Et là, c'est pas facile, ça commence à coincer. Donc, parfois, il y a des mélanges qui sont pas faciles. Et on voit apparaître depuis une vingtaine d'années, on voit apparaître un autre type de système de valeurs qui lui est encore peu répandu, mais qui commence à prendre beaucoup d'inertie, c'est ce qui est lié à la conscience systémique. C'est-à-dire qu'on est tous liés les uns aux autres, on le voit à travers les technologies, on le voit à travers plein de choses, et que donc, là où on pouvait considérer, il y a encore 20 ans, 30 ans ou 40 ans, et bien plus avant évidemment, qu'on était juste un pion et que de toute façon, quoi qu'on fasse, bon, on était toujours le pion, donc on était une petite chose perdue au milieu de la masse. Là, chacun est conscient qu'il peut impacter son environnement proche, voire plus lointain, et que de toute façon, il contribue au système. Donc c'est une notion qui est beaucoup plus horizontale, et c'est une notion qui est beaucoup plus liée sur la connexion. Vraiment, on peut voir ça comme un réseau, comme une toile d'araignée, mais une toile d'araignée où il n'y aurait pas vraiment un centre, si vous voulez. Donc ça change tout. En termes de perception, ces gens-là aussi, ceux qui ont une vision systémique, ils sont plus nécessairement dans cette notion de ligne d'arrivée. C'est-à-dire que c'est pas parce que on aura, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, on aura donné sa vie pour la patrie, ou on aura 10 voitures de sport dans son parking et qu'on aura 10 villas, qu'on aura passé la ligne d'arrivée. Là, c'est pas ça. En fait, ces gens-là, par définition, ils sont conscients de la mutabilité des choses. Parce que on est dans un monde mutable, et donc faire semblant de croire que on va garder la patrie jusque pour toujours, c'est une illusion. On va le voir encore plus dans les minutes qui viennent, mais c'est pas très tenable pour ces gens-là. Donc ils ne sont pas tellement intéressés à maintenir un statu quo sur ces structures anciennes. En revanche, ils sont plus tournés vers l'adaptabilité. Alors on pourrait continuer plus loin, mais
c'est un peu comme les pizzas, si vous voulez. Si on ne les a pas goûtées, c'est difficile d'en parler. Mais il est clair que si je reprends cette notion de vagues successives, qui font aussi des poupées russes, parce qu'à l'intérieur de moi, peut-être que j'ai 3% de vision systémique, 40% de vision écologique. Bon, j'ai ces différents dosages, mais ça fait comme des poupées russes. Mais au fond, au cœur, il y a quand même la notion de survie. À la surface, il y a d'autres choses qui se manifestent. Et c'est intéressant de voir qu'à la surface, on a maintenant des gens qui sont, par exemple, capables d'envisager la notion systémique, mais sur un horizon beaucoup plus large. Euh, qui peut être la notion du temps et la notion de l'espace, on peut l'envisager d'une autre manière. Mais là, c'est vraiment les balbutiements. D'un autre côté, on le voit bien, cette accélération. Enfin, la survie, c'était sur des centaines de milliers d'années, voire plus. Et puis maintenant, on se retrouve avec la vision systémique, c'est 40-50 ans. Ça ne veut pas dire qu'il y en avait zéro avant. Il y en a toujours eu quelques-uns de chaque. Des gens qui sont dans la survie, vous en avez au coin de la rue, pas loin, j'imagine. Donc, il ne faut pas dire non plus, voilà, on a fini avec ça, maintenant on passe là-dedans. Au contraire, c'est justement le challenge de notre société moderne, enfin un des grands challenges, c'est que tous ces gens-là, ils habitent ensemble. Et ils ont du mal à habiter ensemble, parce qu'il y en a qui ont des visions qui sont distantes de 10 000 km, ça on peut le concevoir, mais qui sont aussi distantes de 500 ans. Et comment est-ce qu'on fait vivre toutes ces personnes avec des systèmes de valeurs, donc des motorisations très différentes, profondes, invisibles, comment est-ce qu'ils peuvent vivre, échanger, communiquer ensemble? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, de justement cette confrontation actuelle des systèmes de valeurs Bah, dans un domaine, n'importe où? ouais, on le voit partout. Si vous voulez le voir dans les faits divers de la politique internationale, ça peut être la guerre d'Irak qui peut être envisagée comme un très bon outil pour les systèmes de valeurs liés à l'argent pour mettre la main sur le pétrole. Et je ne veux pas du tout faire de, Mhm. je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, mais ça peut être vu aussi par les gens qui sont branchés sur la notion d'environnement, de dire, moi, c'est encore un sabotage. Ça peut être des gens qui sont branchés sur les notions de droit euh, et d'alignement à des valeurs démocratiques, peu importe, Mhm. qui vont eux le voir d'une autre manière. Vous pouvez voir ça au travail ou dans les relations entre les gens. Au travail, vous avez des gens qui disent bon, bah, les règles, il faut les respecter à tout prix. Et il y en a d'autres qui ont une vision beaucoup plus pratique. Il y en a d'autres qui ont une vision plus tournée vers et qu'est-ce que ça va donner comme impact autour. Donc, vous voyez, là, je vous décris d'une part les gens qui sont branchés sur le respect de la loi, qui était très bien, sur la réussite personnelle, qui était très bien, et sur l'environnement, qui est très bien. Mhm. Mais les trois ont des limites aussi. Alors justement, on va passer à la première grande partie qui va être de décrire un peu ce monde qui est en train cet ancien monde qui est en train de diminuer, on va dire, avec plusieurs grands piliers. Donc le premier pilier auquel je pense, c'est donc l'économie et la finance. Donc est-ce que vous pouvez nous montrer en quoi l'économie et la finance telle qu'elle était envisagée avec les anciennes façons de penser est en train quelque part de s'écrouler? Je ne sais pas si je m'avance en disant ça. Oui, alors, en fait, euh, si on remet tout ça en perspective, la première chose qui me vient à l'esprit déjà, c'est de dire que ces piliers, comme vous les décrivez, euh, ils ont une fonction qui a toujours eu des visages différents au cours du temps, mais la finalité était la même. La finalité du pilier de l'organisation politique, c'est organiser la cité. Hein. Bon, ça c'est important. La finalité de l'organisation du système économique, c'est d'organiser les échanges. Ça aussi c'est important. Et vous en avez d'autres comme ça qui peuvent être liés à la communication. Par exemple, on peut avoir les médias, vous pouvez envisager aussi l'éducation, vous pouvez envisager la santé. Mais enfin, c'est clair que déjà les deux vraiment gros principaux, bon, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, ils sont essentiels aussi. Mais les deux premiers, c'est comment est-ce qu'on organise la cité et comment est-ce qu'on garantit la circulation des biens et des objets et des services. Et en fait, quand on regarde l'économie, euh,
un système, on peut voir s'il fonctionne ou pas, simplement en voyant comment circule ce qui fait circuler. Or, bon, les chiffres ne sont pas nouveaux, c'est pas, ça vient pas de sortir, mais il y a quand même 2% de la population qui possède autant d'argent que 98% qui restent. Quand on regarde ça dans l'environnement de la systémique, enfin des lois systémiques, ça s'appelle un archétype, c'est-à-dire quelque chose qui fait dérailler un système. Et cet archétype-là, en anglais, il s'appelle Success to the Successful. C'est-à-dire, plus tu réussis, plus tu réussis. En fait, là, il n'y a aucune connotation morale dans ce que je suis en train de décrire, c'est purement un phénomène mécanique. À partir du moment où vous avez une pompe qui se met en place de cette manière-là, vous avez forcément une convergence vers un petit nombre. En écologie, c'est ce qu'on voit par exemple quand vous avez une plante ou une espèce invasive qui s'installe dans un écosystème, elle n'était pas là avant et tout d'un coup, elle le colonise. Alors ça peut prendre quelques jours, quelques mois, quelques années, ça dépend de la taille, enfin, peu importe, mais elle le colonise. Et c'est ce qui se passe en fait avec l'argent à l'heure actuelle, c'est que vous avez vous savez, quand il y a un mariage et vous avez une pyramide de coupes de champagne. Bon, et en fait, bon, là, le champagne, au lieu de couler vers le bas, il coule vers le haut. Et c'est très simple. Si on regarde aussi la façon dont fonctionne l'économie moderne, on va voir qu'il y a une triangularisation, il y a un triangle qui s'établit dans toutes les transactions. Auparavant, une personne achetait quelque chose, elle le payait, et l'autre prenait l'argent, et puis voilà, c'était de gré à gré entre deux personnes. Maintenant, tout passe par une tierce personne. Enfin, vous avez une carte, vous avez des virements, vous avez tout un tas de choses, donc il y a de moins en moins d'argent liquide qui circule, et c'est intéressant parce que chaque fois que donc il y a une troisième personne, une entité, on va dire, avec un pouvoir électronique qui intervient, et là on est déjà dans la technologie, on voit que, en fait, derrière cette entité, il y a une autre entité qui elle-même va prendre une part de ça, et une autre, et une autre, et une autre, et donc votre pyramide de coupe de champagne, on voit très bien l'aspiration. Je ne suis pas du tout en train de dire que les 2 personnes au sommet les 2% au sommet de cette pyramide sont des mauvaises personnes. Elles sont simplement dans une situation où elles ne peuvent pas faire autant que de gagner énormément d'argent en permanence sans s'arrêter. Donc ça veut dire que le système est en panne. Parce que la fonction de l'argent, c'est quand même de permettre les échanges. Or, qu'on parle de crise ou pas de crise, on voit que, et là c'est encore une fois pas un discours politique, c'est juste une constatation mécanique, on voit très bien que c'est très difficile pour ce qu'on appelle les classes moyennes d'arriver à maintenir leur statut. L'ascenseur social pour les classes inférieures, à part dans des pays comme la Chine où il fonctionne encore, mais il ne fonctionne plus vraiment une fois qu'on est arrivé dans les classes moyennes, il y a beaucoup de difficultés en fait. Et là on tombe dans quelque chose qui me paraît vraiment essentiel de mentionner, c'est qu'il y a tout un tas de pièges cognitifs par rapport à ça. Parce que dans ce que je viens de dire, il est tout à fait naturel, parce qu'on nous l'a appris tout le temps, de dire oui, mais c'est parce que. Et quand on commence à rentrer dans la causalité, là, ça ne va plus du tout. Parce que en disant oui, c'est parce que, peu importe les causes. Parce qu'en fait, moi, les causes ne m'intéressent pas. Les causes permettent de justifier une situation, mais du coup, ça la pérennise. Or, très souvent, quand les gens veulent s'attaquer aux causes, en disant on ne veut plus ce symptôme-là, ils vont aller s'attaquer aux causes. Mais comme on est dans un univers complexe, tout ça aura bougé. Donc le temps qu'ils règlent les causes et que le symptôme ne se produise plus, ils auront créé d'autres effets collatéraux plus loin dans le temps et on se retrouve à nouveau avec plus de problèmes. Et on le voit dans pas mal de disciplines où on fait très attention, pour des raisons de sécurité par exemple, à ce qu'un événement négatif, une catastrophe, un accident, peu importe, ne se reproduise plus. Donc on fait tout ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise plus. Et puis bon, bah, ça ne se reproduit plus, mais ça crée d'autres phénomènes. Et en fait, il y a d'autres choses qui vont se produire et on va créer encore d'autres mesures pour que ça ne se reproduise plus. Et à la fin, on tombe dans la bureaucratie.
et en fait, les organisations sont ossifiées. Donc, sur l'aspect économique, c'est clair que ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que cet archétype success ou successful, il marche à fond et il n'y a aucune solution. Et on le voit au niveau des personnes, mais on le voit aussi au niveau des pays. Parce qu'à l'intérieur de ça, vous avez par exemple la Grèce. La Grèce, c'est un excellent exemple. C'est un pays... alors, évidemment, là, je m'interromps tout de suite. C'est parce que les Grecs ne payaient pas leurs impôts, c'est parce qu'ils avaient fait ça, c'est parce que... Peu importe ce qui s'est passé. Maintenant, la Grèce est dans une situation où elle est incapable de rendre de l'argent, enfin, pas de le rendre, de payer une dette, c'est autre chose, de payer une dette de manière logique, enfin raisonnable, humaine. Et, mais en même temps, vous avez tous les gens qui disent oui, mais c'est parce que, alors c'est parce que, évidemment, si on est branché sur les pouvoirs sur le pouvoir de la République, enfin de la loi et de la réglementation, les gens vont vous dire bah oui, c'est normal, il y a une règle, c'est légitime. Il y a des gens qui sont branchés plus sur les notions de valeur de l'argent, justement, qui vont vous dire bah oui, mais là c'est beaucoup d'argent quand même, donc c'est légitime aussi. Mais en fait, si on regarde sous ces deux aspects-là, en réalité, la dette, c'est aussi juste des chiffres sur un ordinateur. Mais bon, on touche les limites à chaque fois, vous voyez. Ça, c'est un petit peu ce qui est central au problème de l'économie à l'heure actuelle. Et alors justement, on peut glisser sur la politique, qui est jamais très loin de l'économie et des finances. Ah oui, alors évidemment, bon, l'accès aux ressources, c'est quand même un truc très central dans la politique et dans la finance. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, la vie politique a permis de générer beaucoup, bien organisée, a permis de générer beaucoup de prospérité. Donc, la prospérité est un peu la fille, si vous voulez, de cet alignement politique. D'un autre côté, elle est beaucoup plus moderne, elle est beaucoup plus rapide, elle est plus individualiste aussi, donc elle est capable de jouer autant de tours qu'elle veut à la politique. C'est-à-dire qu'on voit très bien que toutes les tentatives qui ont été faites au cours des, on va dire, 60 dernières années pour gérer la finance, donc pour gérer cette pompe, ça ne marche pas, qu'en fait il y a toujours un retard, et on peut le voir de plus en plus, toutes les tentatives de structuration pour gérer l'accélération des événements est toujours accompagnées de mesures ou de contre-mesures qui sont prises trop tard et pas pour les bonnes raisons et pas avec les bons effets. Donc c'est un petit peu ce qui se passe aussi à ce niveau-là. Alors, au niveau de la politique, c'est très intéressant parce que tout ce que je décris fonctionne très bien pendant un moment. Avant, c'est pas encore assez là, c'est pas assez fort. Après, ça fonctionne très bien, les gens sont contents, et après, ça commence à moins bien fonctionner. Et c'est là où on voit qu'on doit fonctionner à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler un tube homéostatique. L'homéostasie, c'est donc la capacité qu'a un système à fonctionner dans des limites saines. Hein. Et ben, si vous avez trop de sucre dans le sang, ça ne va pas. Si vous n'en avez pas assez, ça ne va pas non plus. Mais entre les deux, ça va très bien. Ben, en termes de système de valeurs, c'est la même chose. Et ce qu'on a vu à l'instant, il y a 2 minutes, c'était que le système lié à l'argent, enfin au succès personnel et aux valeurs de l'argent, mais l'argent, ce n'est pas un mauvais terme, attention, hein, mais là, il a atteint un point de dysfonctionnement. Il est passé au-delà des limites. Alors, tant qu'on y croit, ben, on y croit et on lui permet d'aller encore plus loin dans le dysfonctionnement. D'un autre côté, vous avez, au niveau de la politique, vous avez exactement la même chose, parce que la démocratie telle qu'elle a été conçue, je pense que ça serait complètement ridicule de la critiquer, parce qu'elle a permis des avancées absolument fantastiques dans le monde occidental, tout au moins. Et bon, ça a quand même bien fonctionné. Mais qu'est-ce qui se passe là? On voit le Brexit. On voit des pays où les gens, quand ils vont voter, c'est 49-51, 48-52. Et tout d'un coup, parce qu'on a posé une question binaire, on se retrouve avec des choix impossibles. Alors, bon,
Tout à l'heure, vous disiez que je travaille avec la Commission européenne. En fait, je travaille pour eux. Je ne suis pas fonctionnaire de la Commission, mais de temps en temps, j'ai le plaisir de travailler avec eux. Bon, on voit bien, effectivement, les difficultés que peut avoir aussi une institution politique à continuer à accomplir sa mission. Donc, vous avez, par exemple, au niveau des organisations internationales, comme au niveau des pays, vous avez une notion qui était excellente au départ. La notion d'avoir un pays, c'est bien, on garantit que les gens à l'intérieur de ce périmètre vont pouvoir se développer, acquérir de la sécurité, de la santé et tout ça. Mais maintenant, on voit bien que, et encore une fois, on revient sur la notion des nouvelles technologies, on voit bien que les nouvelles technologies font rendre ça impossible. Bon, prenez l'exemple de tous les problèmes que les Américains ont eu avec les Russes qui ont bricolé les élections. Enfin bon, je veux dire, le président Trump est quand même investigated, comme on dit en anglais, il est quand même fait l'objet d'une enquête. Bon, on voit très bien aussi qu'il y a eu, ça a été très très bien établi en Angleterre. Il y a 2 sociétés qui travaillaient sur le marketing des réseaux sociaux qui ont établi qu'en fait, il suffisait d'identifier 600 000 personnes pour obtenir le Brexit. Une fois qu'on les avait identifiés, il suffisait juste de leur envoyer les bons messages. Donc la technologie vient renverser la notion de suffrage universel. Alors les gens disent, bah oui, mais il faut quand même voter, parce que je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie pour qu'on puisse voter. Bien sûr, sauf que ça ne marche plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, c'est un gros problème aussi. Est-ce qu'on reste attaché sur les systèmes des croyances du passé, ou est-ce qu'on accepte d'aller vers le futur? Or, si on va vers le futur, la notion de démocratie, apparemment, elle passe de moins en moins vers le suffrage, vers la notion de vote, pour toutes les raisons qu'on connaît, à cause de la manipulation, à cause parfois de questions d'éducation, d'information, parce que là, les médias aussi rentrent en jeu. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et on voit en dernier lieu par rapport à la politique que bon, à un moment, les gens, ils ne vont plus voter. Le premier parti de France, clairement, c'est les gens qui ne votent pas. Alors, ne pas voter, avant, c'était considéré comme un geste anti-civique. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui disent c'est une façon d'exprimer le besoin qu'on mette en place d'autres structures qui permettent de vraiment prendre en compte la complexité de la relation entre les personnes et le système politique qui les représente. Et alors justement, toujours très lié à la politique, on glisse vers les médias. Comment est-ce que les médias, c'est pareil, sont restés dans des valeurs un peu ancestrales et comment ça, c'est en train de changer? Alors, les médias aussi, c'est pareil parce qu'on est encore dans le même, tout à fait toujours dans le même schéma. La notion de médias, c'est quelque chose qui est d'abord lié à l'argent au départ. En fait, être propriétaire d'un média, d'un journal, d'une chaîne de télé ou d'un groupe de communication, c'est au départ quelque chose qui permet de gagner de l'argent. Et il y a aussi la valeur, une autre valeur qui est un petit peu transversale par rapport à toutes les valeurs que j'ai communiquées tout à l'heure. Ce sont des valeurs éthiques, si vous voulez. Mais éthiques dans le sens transmettre une information juste, si tant est que juste est quelque chose qu'on peut partager tous, mais bon, au moins avoir un certain degré d'objectivité. Et on se rend compte qu'avec le temps, les médias sont devenus de plus en plus des objets de marketing. Et encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est simplement, il est normal qu'on en arrive là. Que donc, il y a eu aussi des changements dans la manière dont les médias ont occupé l'espace d'attention des gens qui les lisent, qui les regardent. Comme il y a eu beaucoup plus d'informations, ça on va en reparler sur la technologie, mais comme il y a beaucoup plus d'informations, on a moins de temps, on a moins d'attention, donc il y a moins de capacité de réflexion. Donc les médias sont devenus des espèces d'objets qui vous injectent des petites bribes d'informations auxquelles vous allez être sensible pendant quelques secondes et après on va passer à autre chose. Donc c'est pas facile pour eux non plus, hein. Je prends leur défense. Pour tous les autres non plus, enfin, je ne suis pas en train de dire que ce sont des mauvaises personnes, simplement que maintenant on arrive à des situations où les médias soit ils ont été trop proches de la politique
par le mauvais côté, soit ils ont été trop proches des valeurs liées à l'argent par le mauvais côté. Et maintenant, c'est très difficile pour eux, et les enquêtes le prouvent, de maintenir leur niveau de crédibilité par rapport à la société. La profession, est-ce que je vous coupe, mais la Oui. profession des journalistes est une des professions les moins aimées des Français. Oui, absolument. Moi-même, j'ai été journaliste à une époque, et je dois dire que au départ, je ne comprenais pas pourquoi les gens me parlaient aussi mal. En fait, bon, j'ai vite compris qu'il ne fallait pas le prendre personnellement, mais c'est important de savoir que un journaliste qui fait son métier, c'est quelqu'un qui va permettre de mettre en valeur, en exergue, des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Ce n'est pas simplement transmettre de la donnée, de la data, c'est aussi mettre les choses en lien et donner de la signification. Or, très souvent, les gens n'ont pas envie qu'on leur donne la signification de ce qui se passe. Parce que on est vraiment en plein dans le problème maintenant, ça peut nécessiter une grosse remise en question. Mais tout ça, il y a l'écoute. Bon. Et alors ensuite, on a un autre domaine, c'est aussi l'éducation. Oui, alors l'éducation et la santé, c'est deux choses qu'on peut traiter pratiquement simultanément, parce que bon, ce sont deux fonctions, ce sont deux finalités importantes dans une société humaine. C'est que les gens apprennent pour pouvoir fonctionner de manière efficace, contribuer efficacement à la société, et d'autre part qu'ils soient en bonne santé. Euh, Peut-être, enfin, je ne veux pas faire de diagnostic, hein, parce que ce serait vraiment inutile. Et je ne veux surtout pas rentrer dans le parce que. Ce qu'on voit, la différence qu'on voit avec l'éducation dans des pays comme la France, parce qu'il y a une énorme diversité sur la planète en termes de techniques, de méthodes d'éducation et de structuration de l'éducation. Mais ce qu'on voit en France, c'est qu'en fait, il y a une grande partie de l'énergie de la structure est dépensée à faire fonctionner la structure, mais finalement, en cours de route, on finit par oublier l'usager, l'utilisateur, le bénéficiaire final, qui sont les enfants et les jeunes. Donc ça, c'est ce qu'on voit beaucoup dans des organisations en fin de vie, on va dire. Alors quand je dis ça, c'est important aussi de comprendre que vous avez la personne, vous avez l'organisation dans laquelle elle fonctionne, et puis plus loin, vous avez la finalité, l'objectif. En anglais, on appelle ça the purpose. C'est facile pour des personnes qui débutent de voir l'objectif, la finalité. Avec le temps, elles finissent par voir surtout comment l'organisation fonctionne. Et l'organisation, parfois, avec le temps, plutôt que de contribuer à la finalité, elle va simplement s'occuper de gérer ses fonctions, qui elles-mêmes, à terme, vont devenir des finalités en elles-mêmes. C'est-à-dire que la finalité, on peut l'oublier. Il y a des tonnes d'exemples qu'on voit en politique, qu'on voit dans le domaine des organisations internationales et des traités. Il y a plein de choses qu'on veut obtenir. C'est vraiment ça qu'on veut. Et bien en fait, à l'arrivée, on obtient quelque chose de complètement différent. Vous pouvez nous donner un ou deux exemples? Ah oui, alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai pris l'avion de Bruxelles à Nice. Donc, on est dans le territoire, dans la zone de Schengen, c'est-à-dire libre circulation des personnes. En plus, je donnais un cours à l'université ce jour-là à Nice, donc j'avais pris un avion où j'avais 1h30 de battement, sauf que je n'avais pas fait attention, mais en arrivant à Nice, il fallait que je montre mon passeport. Et il y avait plein d'avions qui venaient de l'étranger, donc j'ai attendu 3/4 d'heure, ce qui fait que j'ai raté le début de mon cours. Mais au départ, on est là en train de dire assurant la libre circulation des biens, des personnes. Et à l'arrivée, on se retrouve avec quelque chose qui va exactement à l'encontre de ça. Évidemment, j'y retourne, excusez-moi, mais c'est parce qu'il y a les terrorismes, c'est parce que, peu importe, le résultat est là. Et là, si on commence à trop regarder les causalités linéaires, qu'on perd de vue la direction dans laquelle on veut aller, on tombe dans des pièges qui sont catastrophiques. Parce que finalement, toutes ces organisations-là, par un petit aspect comme celui-là, ou par des choses parfois beaucoup plus importantes, finissent par faire exactement le contraire de ce qu'elles avaient envie de faire et de ce à quoi elles s'étaient engagées. Mais attention, c'est parce que...
Alors justement, on va pouvoir maintenant aborder le monde qui émerge. Parce que effectivement il y a des nouveaux systèmes de valeurs, parce que il y a des nouvelles façons d'appréhender la vie, les choses. Euh, à quand vous situez à peu près l'émergence du nouveau monde dans lequel on est actuellement et qui est encore en train d'évoluer? Et comment ça s'est fait donc avec les nouvelles technologies? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment tout ça c'est en train de se construire et comment Mhm. ça a débuté? Euh, En fait, on pourrait dire que le XXe siècle, c'était le siècle des réseaux. Parce qu'au XXe siècle, bon, il y en avait avant aussi, hein, mais on est tout le temps sous ces formes d'ondes. Vous Hmm. savez, ça monte et puis après ça redescend, ou ça change. Euh, mais au XXe siècle, on a commencé à avoir beaucoup de routes et des autoroutes. On a commencé à avoir beaucoup de trains. Il y en avait aussi au XIXe siècle, attention, mais bon, là, ça a commencé à. Ça a pris des mesures différentes. L'eau, l'électricité, les réseaux électriques. Il n'y en avait pas au 19e siècle tout d'un coup. Maintenant, il y a de l'électricité dans toutes les maisons, dans toutes les maisons, dans tous les étages, pratiquement dans tous les pays. Donc il y a eu tous ces réseaux qui se sont mis en place. Avec évidemment le réseau de tous les réseaux qui était donc l'Internet et l'avènement de les nouvelles technologies, excusez-moi, liées à la communication. Euh, Et ça, on a vu ça d'abord, suivant les systèmes de valeurs auxquels on se rattache pour le regarder, on voit ça de manière différente. Pour les gens qui sont branchés plus sur les valeurs liées à l'organisation du pays, à l'adhésion à un idéal commun, ça peut être quelque chose qui permet de faire circuler l'information, de mettre les gens en lien, de se connaître, enfin c'est très bien. Vu sous l'aspect des valeurs liées au succès personnel et à l'argent, c'est excellent parce que bon, on voit très bien les revenus que ça génère. On voit aussi très bien que bon, tout ça a des limites, mais l'Internet, quand il a commencé à se mettre en place, au niveau des technologies, ça a généré des tonnes de nouvelles choses. Et on en est juste au début. Encore une fois, toute la période que j'ai décrite tout à l'heure, tout l'empilement des systèmes de valeurs dont je parlais tout à l'heure, c'était relativement linéaire en termes d'évolution de la technologie. Puis maintenant, ça fait comme ça. Parce que si vous prenez par exemple euh, une personne qui s'endort en 1600, vous la réveillez en 1800, elle va dire bon, les gens ne sont pas habillés de la même manière, mais enfin bon, les carrioles, les carrosses, ça se ressemble à peu près. Vous prenez une personne qui s'endort en 1817 et vous la réveillez en 2017, là c'est quelque chose. Maintenant, vous faites exactement la même chose. Prenez quelqu'un il y a 20 ans et parlez-lui, je sais pas moi, je dis j'ai passé une journée terrible parce que j'avais pas d'accès au Wi-Fi. La personne ne va pas comprendre. Maintenant, imaginez nous ce qu'on doit pouvoir entendre d'une personne qui nous parlerait de dans 20 ans. On ne sait pas. Et donc là, on est vraiment dans des phénomènes qui sont euh, émergents à très très grande vitesse, et ça veut dire énormément de choses. Euh, Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on est incapable de se servir des recettes du passé pour prévoir le futur. C'est important parce que, en fait, tous les systèmes, toutes les couches de valeurs dont je parlais précédemment, à part ceux qui commencent à être branchés sur une vision plus systémique, parce que justement, ils ont grandi là-dedans, enfin, c'est pas une question d'âge, mais ils sont bien rentrés là-dedans, tous les autres, ils ont une notion de on transporte le passé dans le futur, on essaye d'en faire quelque chose de mieux. Maintenant, c'est plus possible. C'est trop compliqué. La notion pyramidale qui a très très bien fonctionné pendant des millénaires ne peut plus fonctionner. Et ça, c'est très facile de le comprendre. Euh, Quand vous étiez dans une organisation, même à la fin des années 80, fin des années 90, ça marchait encore, il se passait quelque chose, l'information était escaladée, il y avait une décision qui était prise, elle était redescendue, elle était implémentée, ça prenait un certain temps. Dans certains cas, même par exemple dans les cas politiques, dans les cas administratifs, plus ça durait, mieux c'était, parce que ça permettait aux gens
de considérer tous les aspects de la situation et ça permettait d'éviter de faire des erreurs. Bon, peut-être ça rendait un peu impatient, mais bon. Là maintenant, dans un univers complexe, avec toute la connectivité qui est entre nous, c'est plus possible. Et c'est vraiment pas neutre. Je vais vous prendre un exemple de moi, par exemple, quand j'étais petit. Avec ma maman, on descendait dans le sud de la France en 404 et puis on prenait la voiture et on partait le matin, on ne savait pas quand on arrivait le soir, chez mes grands-parents qui habitaient dans le sud. Donc. Maintenant, aujourd'hui, vous avez un avion toutes les 30 minutes pour Nice, par exemple, vous avez un TGV aussi toutes les 30 minutes ou quelque chose comme ça. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui font l'aller-retour tous les jours, pratiquement sans y penser. Quand j'étais tout petit, mon père, au début des années 60, fin des années 50, il était journaliste en Chine. C'était, à un moment, c'était le seul journaliste en Chine. Et la seule façon qu'il avait de communiquer avec l'extérieur, c'était de parler, de faire des téléx, qui étaient bon. Et bon, moi maintenant, 50 ans plus tard, quelque chose comme ça, je vais en Chine 5 fois par an. Je communique avec la Chine 5 fois par jour, en vidéo, par téléphone. Ça ne me coûte pas un centime et c'est vraiment pas un problème. Maintenant, si on regarde ça sous un angle de connexion, on voit autre chose. À l'époque, dans les années 60, les connexions qu'il y avait entre ces univers, en termes de, si on dit que c'était des neurones, c'est corticalisé comme un cerveau de lézard. Il y a très très peu de connexions. Maintenant, si on regarde tout ce qui circule sur la planète en termes de connexion, de réseau, donc physique et de données, on est passé en 40-50 ans donc d'un cerveau de lézard à un cerveau qui est complètement corticalisé. C'est pas neutre. Cette corticalisation, toutes ces connexions entre tous ces neurones, c'est ce qui fait l'intelligence en fait. Ça déclenche évidemment une intelligence collective. Et cette intelligence collective, elle est forcément émergente. La complexité crée l'émergence. La complexité, c'est plein de facteurs qui, mis ensemble, tout d'un coup, vont générer quelque chose. On ne l'a pas vu venir, mais il faut savoir le gérer. L'image qui me vient souvent à l'esprit, moi, c'est les vagues. À une époque, je faisais pas mal de planches à voile. Et bon, une vague, vous pouvez avoir une mer toute plate, puis tout d'un coup, vous allez avoir une vague. Alors, si on commence à expliquer le « c'est parce que », dont je parlais tout à l'heure, excusez-moi, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'il y a vraiment des pièges cognitifs auxquels il faut faire attention. Mais on peut imaginer plein de raisons. Mais il y a un moment, ce qui est important, c'est de surfer la vague. C'est-à-dire ne plus chercher la cause, mais voir comment on débloque la situation. Exactement. Parce que si je reviens sur l'écoute, en fait, parce que là je parlais les gens qui disent bon, c'est parce que, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de légitimer une perspective qu'ils ont de la réalité et ils n'ont surtout pas envie d'entendre des choses qui ne corroborent pas cette perception. C'était très récompensé à une époque. Parce qu'on s'intègre bien dans une société en respectant un certain nombre de systèmes de croyances. Bon. Petit à petit, on s'est rendu compte que la diversité, l'ouverture sur l'autre, ça permettait d'obtenir de meilleurs résultats dans un grand nombre de cas. Évidemment, à partir du moment où le monde commence à s'ouvrir au monde, c'est important ça. Et puis après, on s'est rendu compte que mais non seulement c'était bien de s'ouvrir aux autres, mais qu'en plus, il n'y a pas une réalité qui est meilleure que la mienne parce que je suis né dans tel pays ou je suis de telle couleur ou je suis... peu importe. Et en fait, ça a commencé à battre en brèche quelque chose qui est très puissant, dont je parlais tout à l'heure, qui est la notion de catégorie. Nous, on essaye de tout mettre dans des catégories. Là, en fait, il y a un moment où les catégories, il faut pouvoir en sortir. Et j'utiliserai même, il faut pouvoir les exploser. Simplement, c'est pas parce qu'on sort des catégories qu'elles sont néfastes. C'est simplement qu'elles ont, encore une fois, je reprends l'exemple du tube, elles fonctionnent très bien dans un certain domaine et à un moment, elles ne fonctionnent plus. Donc, il faut savoir les abandonner. Là aussi, c'est un piège cognitif. Est-ce qu'on est capable d'abandonner les catégories? Est-ce que vous pouvez illustrer ça, par exemple?
Moi, bon, au travail, par exemple, il y a plein de façons de le voir où les gens, par exemple, vont qualifier une situation en disant bah, ça marche bien, par exemple. Et quelqu'un va dire non, ça ne marche pas. Ils vont vous dire parce que ça ne rentre pas dans telle catégorie. Et en réalité, 5 minutes après, il va vous parler d'autre chose, où justement, là, il va se contredire exactement sur la même catégorie. C'est-à-dire que parfois, finalement, on se retrouve à utiliser des catégorisations à notre avantage, mais sans vraiment les respecter. On a ce besoin d'être assuré, surtout à l'heure actuelle, dans ce monde qui change très très vite, on a vraiment ce besoin de fonctionner de manière qui est rassurante pour nous. Donc on peut exploser les catégories. Il y a des gens qui vont vous dire, si je prends l'exemple des élections en France par exemple, oui mais c'est pas possible de choisir entre ça, et ainsi de suite. Et bien après ils vont vous dire, oui mais quand même il faut choisir. On est un petit peu dans une forme de contradiction. Alors évidemment, dans ce que je viens de dire, on peut dire aussi, oui, non, mais c'est pas vraiment de la contradiction, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Parce que ça, c'est pas important. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on avance. Or, tout à l'heure, je disais, il y a l'individu, l'organisation, avec, quand elle arrive en fin de vie, beaucoup de dysfonctionnements, mais il ne faut pas oublier la finalité. Or, tous les gens qui se perdent dans les débats de catégories sont vraiment perdus dans ces dysfonctionnements qu'ils essayent de justifier, de clarifier, d'expliquer. C'est un peu comme s'ils discutaient plus de la forme plutôt que du fond. Je veux dire. Aussi, oui, absolument. Aussi, absolument. La forme étant là, qu'est-ce qu'on fait? Vers quoi on va? Encore une fois, si je reprends ces mécanismes d'écoute où on parle de gens qui sont incapables d'écouter, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sympathiques, hein, mais simplement ils sont incapables d'accueillir une vérité, enfin pas une vérité, une réalité autre que la leur. Après, il y a des gens qui sont capables, mais en gardant une position haute, généralement, et puis il y a des gens qui sont vraiment dans l'ouverture sur l'autre. Mais plus on va là-dedans, moins on est dans le contrôle. Or, dans une société plus systémique, beaucoup plus complexe comme celle que nous avons, on ne peut plus être dans le contrôle. Parce que le contrôle, ça veut dire s'enfermer dans des boîtes, s'enfermer dans des cases, avoir des indicateurs qui ne sont pas forcément les bons, rendre des gens responsables de choses dont ils ne sont pas forcément responsables, et ça devient complètement schizophrénique. Il y a des réalités multiples qui se mettent en place, ça ne va pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est d'être capable de dépasser justement tous ces pièges de l'altérité, de la diversité et tous ces pièges cognitifs pour aller vers autre chose où là, on accepte la complexité et on s'en sert plutôt que d'essayer de la contrôler. On ne contrôle pas une vague. On ne contrôle pas une piste de ski. Bah, bien sûr, on peut la damer, mais je veux dire, une fois qu'on est dessus et qu'on est en train de la descendre, c'est terminé. On ne va pas s'arrêter en disant ah bah non, là, je ne veux pas aller plus loin parce qu'on est obligé de descendre. Il faut retourner en bas. C'est pareil. Or, maintenant, on a toute une éducation qui est encore très présente, mais elle est présente aujourd'hui dans les écoles, où on apprend le contrôle, on apprend la collaboration dans des conditions qui garantissent la position haute, donc qui garantissent aussi la position basse. On apprend tout un tas de choses qui sont totalement dysfonctionnelles par rapport à la réalité de ce qui se passe. Et on a besoin à l'heure actuelle d'avoir des gens qui sont capables de gérer cette complexité avec autre chose qui est, ce qui est important maintenant, c'est l'intention. Et je pense que là, c'est vraiment un des points principaux de la vie moderne. Il faut arrêter de se focaliser sur les structures, sur les infrastructures, il faudra qu'on en reparle, mais il faut vraiment qu'on arrête de se focaliser là-dessus, parce que ça sont des choses du passé. Il faut vraiment qu'on se focalise sur l'intention. Vers où est-ce qu'on veut aller? Et c'est-à-dire, pour préciser ce point qui est très important, c'est-à-dire on essaie de voir qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller, mais on ne réfléchit pas trop sur le comment. Tout à fait. Alors, parce qu'effectivement, il peut arriver des choses complètement auxquelles on n'aurait pas pensé, bah oui. qui étaient inimaginables. Et si on commence à se dire « Ah, mais de toute façon, je ne peux pas parce que j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça », ça n'arrivera pas. Or, si on se dit « Je veux faire ça », mais qu'on ne se triture pas la tête à se dire « Ça va arriver un », ça arrive de manière parfois incroyable. Absolument. Et alors, c'est ça qui est génial dans notre vie moderne, parce que nous sommes vraiment en train de nous diriger vers des choses qu'on ne connaît pas, des situations qu'on ne connaît pas. Je l'ai dit tout à l'heure, personne il y a 10 ans ne peut pas imaginer ce qui est en train de se passer maintenant, et encore moins dans 10 ans. Ce sont des phénomènes qui sont
impossible à gérer. Donc j'irai même plus loin, il faut y aller même si on ne sait pas comment. Or, pour la plupart des gens qui souscrivent aux anciens schémas, c'est pratiquement insupportable d'entendre ça. Je fais les choses même si je ne sais pas comment. Et pourtant, c'est ce qu'on fait toute la journée. Pourtant, dans la réalité du travail, c'est ce qui nous arrive toute la journée aussi. Donc il y a d'une part, si vous voulez, les messages qui essayent de perdurer, mais qui nous amènent dans la dysfonction. Puis d'autre part, il y a les comportements qui nous permettent d'avancer. Et ça, c'est ce qui est magnifique en fait. Et c'est dans la nature humaine, c'est dans l'être humain. On est capable de le faire. Et comment vous voyez l'évolution de notre société dans les différentes infrastructures? Alors, c'est pareil. Moi, ça me fait penser à un truc, une histoire. Bon, c'est un ivrogne qui cherche ses clés la nuit sous un lampadaire. Donc, il y a un monsieur qui s'approche, qui lui dit je peux vous aider? Et il dit bah oui, j'ai perdu mes clés. Alors, ils cherchent tous les deux pendant un moment. Et puis le monsieur dit mais vous êtes sûr que vous les avez perdues là? Il dit non, non, pas du tout. Je les ai perdues dans le parc là-bas. Mais pourquoi vous les cherchez ici alors? Parce qu'ici il y a de la lumière. Et vous voyez en fait, on est Très bien. en train de regarder la lumière de l'ancien temps. Ouais. Mais là où on va, on ne sait pas en fait. Donc, et sur la question des infrastructures, on se rend compte que ce qui a garantissait la pérennité des organisations dans le passé, c'était justement des infrastructures solides. Ce qui est magnifique, hein, ça nous permet de voir de superbes châteaux, de superbes constructions de l'ancien temps. C'est magnifique. Maintenant, on le gère un peu plus dans le béton, donc c'est peut-être sur le plan esthétique, bon, j'ai pas d'avis, mais sur le plan environnemental, ça nécessite quand même un petit peu plus de mouvement. Or, encore une fois, avec cette évolution de la technologie, on peut se demander si c'est une bonne idée d'avoir continué à prendre des choix d'infrastructures lourdes. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a quelques jours, coup sur coup, M. Trump décide, donc aux États-Unis, le président américain décide de sortir du traité de Paris, c'est-à-dire donc, des accords de Paris. Donc, pour lui, l'environnement, ça n'a pas d'importance. Donc, ça veut dire que sa perception des valeurs liées à l'environnement, je ne parle même pas des valeurs systémiques, mais il dit c'est zéro. Donc, lui, il revient se bloquer uniquement sur les valeurs de l'argent. Et son plan économique, c'est de construire, c'est de relancer l'économie américaine en construisant des infrastructures lourdes. Or, si on prend simplement l'exemple de la voiture, qu'est-ce qui nous dit que dans 10 ans, allez, 20 ans pour assurer les gens, on va encore conduire des voitures? D'abord, est-ce qu'on va les conduire? Est-ce que ça sera encore des voitures? Avec quoi est-ce qu'elles vont marcher? Est-ce qu'elles vont encore marcher au pétrole? Ça veut dire que les valeurs de l'argent ont réussi à tenir encore 20 ans? Ou est-ce qu'on sera plus en phase avec les besoins du moment? C'est aussi une vraie question. Je prends un exemple aussi à Paris, à Bruxelles, dans plein de villes en Europe. Vous avez donc des systèmes de vélos que vous pouvez prendre. En France, ça s'appelle... À Paris, c'est le Vélib. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle le Vélib. En Belgique, ça s'appelle le Vilo. Donc, vous l'accrochez sur un petit pied, et puis après, vous le décrochez. Puis bon, tout ça nécessite une infrastructure. À Shanghai, au mois de novembre, ça n'existait pas, ça. Puis au mois de décembre, janvier, ils ont commencé à mettre quelques petits vélos orange et jaune. Et puis là, il y en a partout. Mais il y en a partout. Il y en a des centaines de milliers. Sauf qu'il n'y a pas les petits pieds pour les accrocher. Parce qu'en fait, tout ça est contrôlé par satellite. Donc il suffit juste que vous ayez une application sur votre téléphone. Et puis vous collez votre téléphone sur le vélo. Et puis vous partez avec. Sachant que votre téléphone vous aura dit exactement là où il se trouve au centimètre près. Donc les infrastructures, plus on avance, plus elles deviennent légères. Les infrastructures de communication, on a tous vu les films où IBM ils mettaient une salle complète pour avoir un ordinateur qui avait peut-être même pas un millième de la puissance de ce qu'on a dans un téléphone qu'on a dans notre poche. Donc tout ça est en train, toutes les infrastructures qu'on connaît sont en train de se diriger vers moins d'infrastructures. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas d'infrastructures, mais encore une fois, qui est-ce qui va décider de ce qui est bon pour nous dans 20 ans? Est-ce que moi je dois décider qu'il doit y avoir des autoroutes tout autour de là où les gens vont vivre?
peut-être que dans 20 ans, les gens, ou dans 30 ans, ou dans 40 ans. Parce que c'est vrai qu'une autoroute, c'est pas fait pour durer 5 ans. Donc il y a beaucoup d'investissements qui sont faits peut-être pour nourrir des intérêts économiques tout à fait légitimes que je peux comprendre, il faut que les gens gagnent leur vie. Mais peut-être qu'on peut le considérer d'une autre manière. Donc il y avait un poète Yeats, un poète irlandais, la fin du 19e, début du 20e. À un moment, il dit j'ai étalé mes rêves à tes pieds, s'il te plaît, marche doucement. Je pense qu'on a vraiment besoin de faire attention. Il y a quelque chose qui illustre aussi cette façon dont les réseaux sont en train de transformer la façon de faire de la politique, etc. C'est que, effectivement, à l'heure où on parle, M. Trump est sorti des accords de Paris pour les accords du climat, et on voit qu'il y a toute une série de grandes villes américaines qui sont en train de se mettre en réseau pour, elles, continuer et aller plus loin. Absolument. Donc c'est là où on voit que le système pyramidal, un peu patriarcal, maintient ses valeurs ancestrales de l'argent, du pouvoir, etc. Et qu'à côté, il y a un système de réseau qui est en train de se mettre en place et qui prend la relève pour aller bien plus loin finalement. Tout à fait. Et alors ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ça se passe de manière émergente. Il y a une intention, les gens rencontrent leurs intentions. Et tout à l'heure, je disais, plus les gens arrivent à s'ouvrir, à écouter les autres, plus ils sont capables de co-créer ensemble. Mais la co-création, quand on a une intention claire, ça marche magnifiquement. Simplement, il ne faut pas tomber dans les pièges du passé. Donc l'exemple que vous donnez, il est super parce que ça existe partout. Et si on reprend la notion d'économie, par exemple, si on revisite tous les grands piliers qu'on a vus très rapidement, la notion d'économie, ça veut dire que l'argent dont on a besoin, c'est probablement pas cet argent tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, qui est financiarisé. En revanche, peut-être qu'on a besoin de nouvelles monnaies, et il y en a plein qui émergent un peu partout sur la planète. Il y a plein de façons de garantir l'intégrité de la finalité et d'être éthique en même temps. Et je pense que maintenant, on ne peut pas faire l'économie d'être éthique et de garantir l'intégrité de l'objectif. Si on regarde ça sous l'aspect politique, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'on a encore besoin d'avoir des pays? Nous sommes tous nés dans des pays, donc ça nous paraît une évidence. Mais les pays tels qu'on les connaît, la notion de pays, le terme m'échappe. Patriotisme? Oui, exactement. Sont des choses en fait qui sont relativement récentes. Pendant très longtemps, il y avait des gens qui habitaient dans différents endroits avec une affiliation plus ou moins ressentie, perçue. Et puis voilà. Puis il y a des cultures. On voit par exemple le Pays Basque qui est à cheval sur la France et l'Espagne. Exactement. Peut-être que les Basques se sentent plus basques que français ou qu'espagnols. Exactement. D'ailleurs, si on leur demande, c'est le cas. Alors, on a vu aussi que pendant les 150 dernières années, il y a eu pas mal de tentatives justement pour éliminer tout ça. En France, jusque tard dans les années 60, ou peut-être même plus loin, les particularismes locaux, les langues comme le basque ou le breton, des choses comme ça, c'était pas encouragé, c'était carrément découragé. Et puis maintenant, on revient en disant c'est magnifique et on met des plaques à l'entrée des villages dans les deux langues. C'est bien de faire marche arrière sur des choix néfastes, mais encore une fois, la notion de pays, de souveraineté nationale, est-ce qu'on en a encore vraiment besoin à l'heure actuelle? Parce que justement, comme vous le dites, avoir des cultures, ça soude beaucoup plus les gens. Parfois, il y a des cultures différentes qui sont mises ensemble. On le voit très bien dans les pays arabes, par exemple, alors qu'ils n'ont pas du tout besoin d'être ensemble. Du coup, ça crée beaucoup de mal-être. En Afrique aussi. En Afrique. Quand on voit les délimitations des frontières, la question des frontières, c'est quelque chose d'extrêmement absolument dangereux quand c'est fait comme ça, à la règle. Voilà, quand ça a été fait à Versailles, dans un bureau dans les années 20. Ouais, c'est ça, voilà. Exactement. Donc il y a beaucoup de... Enfin, peu importe, mais encore une fois, là, ça nous ramène aussi donc, à un autre concept des systèmes du passé, c'est il y en a qui savent mieux que d'autres. Et ceux qui savent mieux, généralement, ils sont plus en retrait de la situation. Dans les phénomènes émergents, l'information, elle est là où elle est. Donc il faut être proche de ce qui se passe.
Donc ça nous amène à pas trop juger. Encore une fois, marcher doucement sur les restes des autres. Et alors, si vous deviez donner des conseils un peu généraux, parce que vous travaillez aussi beaucoup dans... vous aidez les gens à mieux fonctionner dans leur travail, tout ce qui est par rapport au burn-out, au travail d'équipe, Oui. à comment effectivement arriver à travailler dans un monde qui bouge tellement vite. Quel genre de conseils vous pourriez donner, que ce soit professionnel, personnel, pour mieux vivre dans cette société qui est en mutation de manière extrêmement rapide? Euh, Il y a, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que déjà, la confiance en soi, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Euh, et la confiance en soi, c'est pas tellement compliqué à ce niveau-là. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les aspects psychologiques, mais juste de maintenir son intégrité. Alors, excusez-moi, je vais vous faire une autre blague, mais la différence, dans un petit déjeuner américain, la différence entre entre le cochon et la poule. Dans le petit déjeuner américain, vous avez du bacon et des œufs. Hein. Bon, alors, évidemment, la poule, elle est légèrement impliquée. Mais le cochon, il est très concerné, lui, parce que c'est un morceau de bacon quand même. Vous voyez, c'est la grosse différence. Si je reprends ce que je disais tout à l'heure entre l'individu, l'organisation, quand elle est dysfonctionnelle, hein, parce que si elle est fonctionnelle, il n'y a pas de problème, et la finalité, ici, vous avez une notion de à quoi est-ce que je me rattache. C'est complètement OK de contribuer à une organisation plus ou moins fonctionnelle ou dysfonctionnelle, peu importe. Enfin, c'est jamais 100% dans un sens ou dans l'autre. C'est complètement OK dans le monde actuel de contribuer à ce genre de choses en restant la poule. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'environnement devient dysfonctionnel qu'il faut soi-même devenir dysfonctionnel. Il faut surtout pas oublier de parler de l'objectif final, mais il ne faut pas se mettre en danger non plus. Je veux dire, encore une fois, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure en parlant des villes américaines. Il y a d'une part un système qui est en train de s'effondrer, il faut l'accompagner, et d'autre part, vous avez un système qui est en train d'émerger dans toute sa diversité, et il faut savoir le rejoindre et s'y accrocher. On n'est pas du tout dans l'opposition, dans la bagarre ou dans des choses comme ça. Donc c'est important de ne pas faire le cochon. Hein. Peu importe ce qui se passe autour de vous, la première chose à maintenir, à garantir, c'est vraiment l'intégrité personnelle. Malheureusement, c'est très facile de tomber dans le piège. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de burn-out. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un burn-out? C'est aussi, je sors des limites, je ne m'en rends pas compte. Tout doucement, je pars dans des niveaux d'activité qui ne sont pas du tout normaux. Pour soi, en tout cas. Pour soi. Des nouveaux qui nous dépassent, qui Ouais, voilà, nous c'est mettent en ça. danger. Il faut pas aller là-dedans, on n'est pas fait pour ça. Au plan physique, émotionnel, peu importe. Et ça, c'est aussi un autre archétype. Tout à l'heure, je parlais de success ou de successful, plus tu gagnes, plus tu gagnes. Il y en a un autre qui s'appelle la grenouille dans la casserole. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte. Un jour, on fait juste un petit effort, et puis petit à petit, bon, bah, l'eau se met à chauffer, et puis à un moment, on est cuit. Et quand on est cuit, que fait un système par rapport à cette homéostasie, donc à ses limites saines? S'il est parti à l'autre bout, il va redescendre de l'autre côté. Et donc, ça veut dire que là, ça s'appelle burn-out, par exemple. Ici, ça s'appelle vacances, ici ça s'appelle suractivité. Bon, voilà, il faut savoir gérer ça, sachant que la réalité est toujours beaucoup plus complexe que des modèles très simples, mais il faut quand même en être conscient. Est-ce que je reste à l'intérieur du tube ou est-ce que je me laisse entraîner dans des choses qui sont dysfonctionnelles et qui sont dangereuses? Sachant que très souvent, les leviers qui sont utilisés pour toutes les raisons qu'on peut comprendre dans l'ancien temps, je veux dire il y a 15 ans, sont des choses telles que la peur et la culpabilité. Il y a tous les... Là où vous voyez des processus anxiogènes, vous êtes sûr que vous êtes en face d'une organisation du passé. Ça, c'est vraiment un indicateur, mais à 100%. Parce que quand on va vers le futur, il n'y a pas de la... bon, évidemment, il peut y avoir des moments sympathiques, on va dire, mais le côté anxiogène, il n'est pas là. C'est OK d'avoir peur, c'est OK de ne pas être à l'aise, mais on n'est pas dans le fait de nourrir les gens avec des choses anxiogènes. Ça, c'est un autre aspect. Hein. Je pense que aussi sur l'ouverture sur le futur, c'est important aussi de savoir suspendre son jugement.
c'est ça, bon, je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas faire le bacon, donc de bien faire la différence avec ce qui vient du passé, savoir accepter ce qui vient du futur, et, et garder un cœur ouvert. Parce que là, on ne sait vraiment pas du tout ce qui va se passer. Donc se fermer, c'est légitime sur un point de vue de la survie physique, parce que quand ça va mal, on redescend les étages, ça c'est tout à fait normal. Mais quand on est dans une démarche de découverte, pour aborder le futur, là c'est vraiment important de garder son cœur ouvert, de s'offrir l'opportunité d'avoir de nouvelles expériences, même si on ne sait pas comment, même si on a peur. Alors, par rapport à ça, je ne veux surtout pas faire de prospective, mais il y a ce qu'on appelle la singularité dans le développement des technologies. C'est envisagé de plein de manières différentes. Il y a certains chercheurs américains l'ont défini comme le moment où ça sera un petit peu comme Terminator, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment, la technologie, toutes les nouvelles technologies deviendront tellement puissantes entre elles qu'elles vont avoir des comportements qui nous laisseront complètement sur le bord de la route. Donc quand je dis que c'est Terminator, ça ne veut pas dire forcément que c'est une attaque, si vous voulez, mais on sera complètement dépassé par toutes ces choses autour de nous. Bon, j'y suis pas encore allé, donc je ne peux pas en parler. En revanche, la singularité, c'est en termes de science des systèmes, c'est aussi un tout petit événement qui fait que tout d'un coup, on change complètement de situation. Ça peut être une toute petite friction entre deux plaques tectoniques, mais un truc de rien du tout. Il y en a eu 300 dans les années passées, et c'est la dernière qui va déclencher un séisme de force 8. Bon, voilà, c'est la goutte qui fait déborder le vase, si vous voulez. Et là, on est de plus en plus confronté, d'autant plus que les systèmes du passé y contribuent considérablement, on est de plus en plus confronté à ce genre de situation où il y a des phénomènes de singularité relationnelle entre donc, des choses qui ne devraient plus exister mais qui sont encore là, ou qui ne devraient plus exister longtemps, et qui créent des chocs très très violents. Ça peut être lié au terrorisme, ça peut être lié aux intérêts financiers, des choses comme ça. Tout ce monde-là, en fait, en essayant de continuer à exister au-delà de sa date de péremption, crée beaucoup de catastrophes, de difficultés, de mal-être, ainsi de suite. Comment il fait ça? Pardon? Comment il fait pour créer ces catastrophes? En fait, il le fait parce que ça se passe comme ça. Je vais vous prendre un exemple de l'Afghanistan, par exemple. L'Afghanistan, on peut dire, évidemment, le gouvernement américain, et je fais bien attention à faire la part entre un gouvernement et la population, ça n'a rien à voir. Mais bon, le gouvernement américain peut dire effectivement, pour toutes les raisons qui sont tout à fait légitimes, donc on est vraiment dans le parce que, oui, ce que font les talibans, c'est pas bien. Maintenant, si on regarde l'histoire, et je vais peut-être faire une parenthèse sur l'histoire quand même, parce que quand on regarde l'histoire, il y en a toujours un pour dire « Ah oui, mais ça s'est pas passé comme ça ». Et effectivement, cette personne a raison aussi, parce que l'histoire, ça s'est passé de 40 000 manières différentes. Et vous voyez que la notion factuelle, je vais refaire la parenthèse dans une seconde, mais telle qu'on la considère dans le passé, cette espèce de sûreté, de sérénité qu'on allait chercher dans le factuel, elle n'a plus lieu d'être à l'heure actuelle, du fait de la complexité. Mais à un moment, il faut qu'on parle aussi de ce que ça veut dire en termes de science. Hein. Mais dans l'histoire des talibans, en fait, on sait très bien que les Américains, en faisant partir les Russes, ils se sont servis, enfin, ils ont construit, ils ont nourri tout un système de croyances qui est devenu après les talibans. Alors effectivement, on peut dire, on le gère maintenant ou est-ce qu'on aurait dû le gérer dans les années 80 ? C'est pareil avec les frères musulmans si on parle d'extrémisme. Mais c'est pareil aussi avec tous les extrémismes qu'on voit dans les partis politiques en Occident, où finalement on voit bien à quel point le système politique est rongé de l'intérieur. Donc l'idée, c'est magnifique, mais simplement quand un système est en fin de vie, c'est comme n'importe quel animal en fin de vie,
il est attaqué de l'intérieur. Ça peut être un arbre, il va être mangé par les champignons. Ça peut être un ours en fin de vie, il vaut mieux pas être à côté parce qu'il va se débattre, il va partir dans tous les sens. Donc vous avez tout ça, il suffit d'ouvrir les yeux. Et que vous regardiez ça maintenant ou dans 6 mois ou dans un an, il y aura d'autres exemples qui vont surgir. Et c'est ça qui rend cette période passionnante aussi. Et il y a aussi, on parlait de la science à un moment et de comment la science voit la vie et comment ça évolue. Et effectivement, quand on fait le parallèle ou quand on a commencé à découvrir la gravité, et puis ensuite on a découvert d'autres choses, etc. Et maintenant on arrive à découvrir la physique quantique, qui du coup remet complètement en question mais, tous les fondements de la science. Quand on voit un peu l'évolution de la science, on se rend compte que chaque système de croyance scientifique, entre guillemets, a été quelque part balayé par le système d'après. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on l'envisage, mais plus du tout de la même manière. Absolument. C'est quand même fou. Absolument. C'est censé être de la science. Ouais. Et finalement, ça change tout le temps. Ouais. Et on peut l'appliquer effectivement à notre société, enfin au global. Exactement. Et alors, ça, ce qui me frappe vraiment là, dans ce que vous venez de dire, c'est que là encore, l'intention, elle est prédominante. J'ai l'occasion et le plaisir de travailler souvent avec des scientifiques dans différents domaines. Et on voit bien qu'il y a des systèmes de croyances qui sont très très attachés à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire non, la règle c'est ça et on n'en déroge pas. Et si on leur dit autre chose, là ils se mettent dans une position très 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 haute en disant mais de toute façon tu n'y comprends rien. Comme ça on est tranquille. Comme ça on clôt le débat. Voilà, comme ça on clôt le débat. Voilà. Donc le parce que, vous pouvez même l'oublier celui-là. Et en revanche, il y a d'autres personnes qui sont capables d'avoir sur les mêmes thématiques mais une approche totalement différente, qui peut être aussi plus pédagogique, qui peut être plus ouvert, qui laisse toujours une possibilité d'ouverture. C'est rigolo parce que nous, on essaye de fermer tout. Et en fait, dans le sud-ouest des États-Unis, enfin ça c'est un endroit où j'ai été, et ça a été relevé par Kant d'ailleurs, qui avait été pas par Kant, par Jung, qui avait été là-bas, mais quand ils font des poteries, les Indiens du Sud des États-Unis, ils font un petit fil avec de peinture à la base de la poterie, mais ils laissent un petit trou, un petit espace. Alors on dit, vous n'avez pas fini de peindre? Non, ils disent en fait, ils expliquent que c'est pour laisser de la place à l'imprévu. Mais c'est important de laisser de la place à l'imprévu. Nous, on essaie de tout boucler là, et on n'y arrive pas. Dans un monde de la complexité qu'on a, c'est pas possible. Donc sur l'aspect scientifique, effectivement, dire ça bouge pas, c'est très difficile. J'ai même entendu dire, mais là c'est sous toute réserve, qu'apparemment, si on regarde bien un certain nombre de constantes physiques, il y aurait des variations qui peuvent être infinitésimales. Mais du coup, je veux dire, la notion de certitude... La constante, vous disiez c'était la vitesse de la lumière? Alors, ouais, en fait, bon, je suis tombé sur un truc l'autre jour, mais bon, encore une fois, c'est sous toute réserve, mais apparemment, il y aurait une différence de 20 km par heure. Mais il semblerait que ça ait changé déjà 2-3 fois au cours des 50 dernières années. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut remettre en cause tout ce qui nous arrive. Je suis simplement en train de dire que, encore une fois, il faut marcher doucement. Parce que essayer de faire des jugements à l'emporte-pièce, de mettre justement à l'emporte-pièce, c'est vraiment ça, parce qu'on fait rentrer dans des catégories des choses en disant ça c'est comme ça c'est comme ça, et puis on n'y revient plus. Maintenant, c'est plus possible. Alors, ce qui est aussi intéressant, justement, par rapport au développement de la science, c'est qu'on arrive dans des... Maintenant, justement, quand on parle de physique quantique, donc on rentre dans du tout petit, on rentre dans des univers avec des lois différentes. Mais c'est exactement ce qui nous arrive, nous, êtres humains. On a eu un certain nombre de lois qui ont fonctionné très très bien, et maintenant, on rentre dans un autre type d'univers. C'est la même planète, c'est la même galaxie, mais c'est plus les mêmes lois. Et si on essaye d'amener les lois du passé dans le futur, c'est clair qu'on ne va pas rester là longtemps. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont, au terme de science, capables d'aller à l'intérieur de cet univers, de nous y emmener. Alors je ne sais plus quel était le physicien quantique au XXe siècle qui disait c'est la personne qui dit qu'elle comprend la physique quantique ne comprend pas la physique quantique. Tellement c'était... bon, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un petit peu difficile à comprendre. Moi-même, j'ai aucune prétention par rapport à ça. Mais il y a quand même des informations qui sont intéressantes. Enfin, moi, ce qui me sidère en fait dans la physique quantique, c'est qu'on est vraiment dans un univers avec des lois différentes. C'est-à-dire que quand on rentre au niveau quantique, l'eau, qui pour nous est un liquide dans lequel on peut, vous voyez, c'est fluide, voilà.
au niveau quantique, c'est aussi dur que ça. Voilà. Bon, mais ça, c'est juste un petit côté documentaire, on va dire. Mais ce qui me paraît vraiment fascinant, c'est que la matière, en fait, c'est surtout du vide. 99, alors si je me souviens bien, je crois que c'est 13 fois 99, enfin 13 fois 9, 13,9 derrière la virgule, donc ça fait beaucoup, de la matière est en fait du vide. Donc nous sommes, êtres humains, depuis le temps que nous sommes là, focalisés sur le 0,13 fois 1% de la matière. Et le reste, on l'a évacué. Alors, quand je dis ça, il y a déjà des gens qui disent, effectivement, si je veux être un petit peu plus précis, oui, mais c'est pas complètement vide, parce qu'à l'intérieur, il y a des choses qui se baladent très vite. Donc, c'est très occupé. Mais en fait, c'est très occupé, il y a beaucoup d'énergie. Et je pense que maintenant, c'est aussi le moment pour l'être humain, peut-être de se tourner un petit peu plus vers cette notion d'énergie. En disant ça, je fonctionne d'une manière qui est tout à fait d'accord avec la pensée du futur et totalement en désaccord avec la pensée du passé. Parce que j'ouvre quelque chose, mais je ne suis pas en mesure de l'emmener plus loin. D'un autre côté, il est clair aussi que l'ouverture du cœur, c'est aussi une ouverture sur l'énergie. Et je pense que c'est important justement d'accepter toutes ces choses qui ne sont pas encore là, mais de s'autoriser à les voir. Il y a beaucoup de choses à dire sur la science qui est en train de se mettre en place. Bon, il y a différents projets à l'heure actuelle d'ordinateurs quantiques. Microsoft est en train de travailler sur un projet. Bon, il n'est pas encore fini ce projet, mais ça avance vite. Donc il ne s'agit pas de savoir si un jour on pourra le faire. Mais c'est quand ça va se faire, et ça va pas se compter en décennies, c'est clair. Mais le jour où ça va fonctionner, je dis pas que ça sera sur le marché, hein, le jour où ça va fonctionner, un ordinateur de bureau, pour faire ce que fait l'ordinateur quantique, en une seconde, il lui faudrait 10 000 ans. Donc là, ça nous amène à une puissance de calcul, une puissance absolument incroyable. Qu'est-ce que nous, on en fait ? Apparemment, c'est une des grosses questions que se posent les chercheurs, c'est de dire, bah oui, mais alors une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on lui parle, comment est-ce qu'on l'aborde, enfin voilà. Apparemment, c'est déjà un grand plaisir pour eux de travailler dessus, hein, j'imagine. Maintenant, ça nous amène aussi à plein de questions, parce que, évidemment, il y a des gens qui pensent à tout ça en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire, nous? Comment on va s'adapter là-dedans? Alors, la solution qui est souvent proposé, c'est de dire on va faire des enhanced beings, des êtres humains avancés, donc on va leur coller plein d'électronique à l'intérieur, un petit peu d'ADN modifié, enfin vous voyez, des choses comme ça, on va se bricoler, on va s'auto-bricoler, puis comme ça, on va tenir le choc. Hein. Mais si on regarde bien, c'est vraiment une approche du passé, essayer de transposer dans le futur, transmettre dans le futur, cette approche qui est de dire, bon bah pour tenir le choc, il va falloir qu'on se paye une nouvelle armure. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. Je pense qu'il faut justement avoir confiance dans l'être humain. Tous les problèmes qu'on a eu avec la technologie jusqu'à présent, c'était des problèmes liés à l'intention. L'intention, elle était liée à des systèmes de valeurs du passé, donc c'est faire respecter l'ordre, avoir autant de réussite que possible, des choses comme ça. Maintenant, on rentre dans une autre ère qui nous ouvre sur des limites beaucoup plus repoussées. Le temps prend une autre dimension, l'espace prend une autre dimension. Donc, c'est très important d'être très attentif à ça. Juste pour vous donner un exemple sur le temps aussi, je suis tombé sur une information il n'y a pas très longtemps sur l'ADN ancien. En fait, c'est des ADN de mammouths, de plantes ou d'animaux qui ont existé il y a des centaines, des milliers d'années et plus. Et tout ça est là, c'est dans la plante qui est là. C'est partout. En fait, toute l'information est là, l'information du passé est là. On pourrait peut-être imaginer même que l'information du futur est là. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est là, mais encore une fois, c'est l'histoire de l'ivrogne qui cherche ses clés. Où est-ce qu'on les cherche? Est-ce qu'on est capable aussi d'avancer dans la nuit? Ça, je pense que c'est une vraie question. Est-ce qu'on aura le courage?
simplement de lâcher des choses qui ne marchent plus pour aller vers des choses qui marchent.